Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vous êtes fan des années 80? On va en parler en fin d'émission dans notre magazine C'était mieux avant ou pas. C'est l'homme clé de tous les matchs, l'arbitre, parfois décrié, souvent critiqué, en particulier dans le monde du foot, mais sur le terrain, c'est lui le maître. Se lancer dans l'arbitrage, vocation ou sacerdoce, 4 invités vont nous rejoindre sur ce plateau pour donner leur point de vue. Les internautes aussi ont écrit ce qu'ils en pensent sur la page Facebook de Mosaïque Cristal et Sandrine nous lira leurs commentaires. Coucou. Tout à fait, salut. On commence cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Best. Le centre commercial de Far-Ebersviller a ouvert ses portes il y a un an, jour pour jour. Marie Luff est sur place ce matin, filmée par Uranie. Marie, bonjour. Bonjour Julia. Un anniversaire, évidemment, ça se fête. Alors, quel est le programme à Far-Ebersviller ? Alors comme tu peux le voir derrière moi, 3 escape games ont été mis en place. Ils sont proposés gratuitement au public. En fait, le public peut venir résoudre des énigmes. Il faut savoir qu'il y a 11 000 € de cadeaux à gagner. Et ce n'est pas la seule animation qui sera programmée aujourd'hui, puisqu'un gâteau d'anniversaire sera proposé gratuitement, là encore, au public à partir de 16 h. La direction attend environ 17 000 visiteurs sur l'ensemble de la journée. C'est moins que l'année dernière. 35 000 visiteurs avaient foulé le sol du centre commercial le 11 avril 2018. Mais je pense que tu veux savoir le nombre de visiteurs qui ont foulé justement le sol du centre commercial sur une année. 3,5 millions de visiteurs, c'est le chiffre. De quoi donner le sourire aux directeurs, aux équipes, aux salariés et aux visiteurs. On va voir tout ça en fin de journal. Merci Marie, merci aussi à Uranie. On revient donc vers vous dans quelques instants. Voici d'abord un aperçu de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-Ebersviller. C'est reparti pour les bonnes affaires. La friperie Saint-Nicolas à Sarreguemines ne souffre pas de la concurrence et attire toujours autant de monde. Ce sont les rayons vêtements qui séduisent le plus, suivis des chaussures, des livres et des affaires de maison. La friperie se poursuit jusqu'à samedi au centre Saint-Nicolas, rue de France à Sarreguemines. Rendez-vous tous les jours de 14 h à 18 h et vendredi matin de 10 h à midi. Autre rendez-vous de la saison, le marché de Pâques de l'IME du Himmelsberg à Sarreguemines. Les visiteurs ont pu découvrir les jolies créations des élèves de l'IMPro, l'Institut médico-professionnel. Objets en bois, bougies, compositions, il y avait un large choix pour refaire toute sa décoration à base de lapins et de poules. Voyage mémoriel chemin de mémoire, journée 1. Une quarantaine d'élèves de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines et du Geschwister-Schulgymnasium de Lebach effectuent actuellement un voyage mémoriel sur des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont visité dans l'Ain la maison d'Isieux qui servait de lieu d'accueil pendant le conflit. Ils ont eu une pensée pour les 44 enfants et 7 adultes raflés par la Gestapo le 6 avril 1944. Ça frappe fort à Macadam Jeunesse. 8 à 10 activités sont proposées chaque soir aux jeunes Sarregueminois âgés de 11 à 17 ans. Beaucoup de jeunes licenciés des clubs sportifs de la ville participent en tant qu'encadrants à cette opération, issue du partenariat entre la ville et le département de la Moselle. Rendez-vous pour de nouvelles activités à partir de 17 h 30 ce jeudi au gymnase du Rowing dans le quartier de la Blise et vendredi au pôle de l'Allemende. Des bus sont mis en place gratuitement par la Casque. Un nouveau tracteur à Rimelin. La commune a investi 35 000 € pour cet engin performant. Un investissement utile selon le maire. Rimelin dispose de grandes étendues à entretenir. Le tracteur servira de chasse-neige l'hiver ou pour tondre la pelouse en été notamment. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Côté météo, le soleil est de retour et ça fait du bien. Et Sandrine a encore de bonnes nouvelles pour demain. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Et pour demain, on pourra continuer à profiter du beau temps en matinée, mais l'après-midi sera plus couverte. Mais rassurez-vous, rien d'inquiétant, pas de pluie à l'horizon.
Pardon, demain nous serons le vendredi 12 avril, nous fêtons les Jules. Le soleil nous accompagnera de 6h45 à 20h19. Et aujourd'hui, c'est le temps idéal pour organiser des promenades. Alors si vous allez du côté du Pays de Biche, vous pourrez trouver de jolis sentiers près de la chapelle Sainte-Vérène à Enchambert. C'est notre photo du jour qui a été envoyée par Fabien Rumpler. Alors un grand merci à lui. Et si vous aussi vous voulez partager avec nous des photos de paysages ou de randonnées, n'hésitez pas, écrivez-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Ça fait 1 an, jour pour jour, que le centre commercial Best est ouvert à Faribergvillers. On va s'intéresser au bilan qui est dressé par les commerçants, qu'ils soient indépendants ou franchisés, dans le textile, dans le milieu culturel ou bijoutier. Voici un panel représentatif qui s'est exprimé au micro de Marie Luf à la caméra Uranie Tozik. Quand tu veux. En vous installant ici, est-ce que vous avez fait le bon choix ? Je pense qu'on a fait le bon choix. C'est un centre commercial qui est complémentaire parce que à la fois c'est un centre commercial classique, mais un centre d'animation, un centre commercial où il y a du loisir, où on peut faire ses courses. Bien sûr, comme tout acteur économique en fait du secteur, il y avait une réelle opportunité de s'installer en fait au centre Best. J'ai saisi cette opportunité et aujourd'hui je suis vraiment satisfait d'être sur le site. C'est un plaisir d'être ici depuis le début du magasin. J'ai pu le monter, j'ai pu voir son évolution, donc c'est toujours un plaisir depuis 1 an que je suis là. Super. C'est quoi la différence finalement avec une installation, une implantation en centre-ville ? En centre-ville, c'est différent. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. En centre commercial, le parking est gratuit. Tout est centré, on trouve un fleuriste, on trouve Mango, on trouve OVS, on trouve toutes nos marques. On a 4 pôles quand même, 4 pôles de commerce, l'alimentation, le shopping, le loisir qui est extrêmement rare dans les centres commerciaux. Ça regroupe vraiment, c'est un package assez complet qui regroupe voilà, du loisir, du shopping. On peut faire ses courses le matin et on peut vraiment passer une journée à Best. On peut revenir chaque jour pour à chaque fois une raison finalement différente. Malheureusement, les centres-villes sont de plus en plus morts et moins fréquentés. Donc je veux dire, l'avenir des commerces appartient à la grande distribution. Au bout d'1 an, concrètement, est-ce qu'il y a des retombées économiques ? Énormément. Depuis Noël, ça décolle de plus en plus. Sur les 1 an d'ouverture, on est plutôt satisfait. Le flux est tout le temps en train d'augmenter grâce aux animations. Comme récemment, on avait une animation École des sorciers qui a créé et généré énormément de flux. Concrètement, on se porte plutôt bien. C'est de mieux en mieux, mieux que le démarrage et c'est vraiment très croissant. Donc je pense que ça annonce que du positif pour l'avenir en tout cas. On est maintenant en liaison avec Barthélémy Jean-Roch, le directeur du centre commercial Best. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal et puis joyeux anniversaire. Vous êtes directeur du centre commercial, mais auparavant vous gériez la société immobilière de Cora Lorraine Nord Champagne-Ardenne, soit 8 sites. Qu'est-ce qui change pour vous ? Alors, chez Cora, on était sur des sites qui existent depuis des durées très très importantes. Donc du coup, on est plutôt sur quelque chose qui entretient, qui fidélise une clientèle. Là, le défi était très très différent puisque on était dans l'optique de créer un lieu, créer un site, créer une clientèle, faire connaître une offre. Donc on était sur un défi complet qui m'a charmé et qui fait que je me suis engagé avec eux. Défi bien parti. A priori, en début d'émission, Marie parlait de 3,5 millions de visiteurs pour la première année. Générer du trafic, c'est évidemment votre mission. Quels sont les objectifs pour la suite ? Alors, 3,5 millions, c'était même un petit peu au-delà de nos espérances sur cette première année. Donc, on fait en effet une très belle première année. On a un objectif sur cette quatrième année d'arriver à 5 millions et demi de visiteurs. Donc, au vu de notre première année, de l'offre qu'on a et d'un développement à peu près habituel dans un centre commercial, c'est plutôt très très bien parti. Et pourtant, il y a encore des cellules commerciales qui sont vides. Alors oui, c'est assez standard, c'est-à-dire qu'on a 4% de nos surfaces qui sont disponibles aujourd'hui, ça représente 10 cellules. Donc aujourd'hui, elles étaient disponibles dès l'ouverture, il y a à peu près une année de flottement.
puisque les enseignes attendent de voir ce que va donner le site. On a aujourd'hui un regain d'intérêt qui arrive, donc du coup on devrait réamorcer la commercialisation pour la fin de l'année. Un centre commercial implanté à Far-Ebersviller, c'était l'emplacement stratégique ? Alors à Far-Ebersviller, non, en tant que commune. Il se trouve que le lieu s'est trouvé à Far-Ebersviller. On est à mi-chemin entre 4 villes, qui a permis de pouvoir implanter stratégiquement des enseignes comme la Fnac, par exemple. Aujourd'hui, la Fnac ne se serait jamais implantée dans un petit centre-ville, une ville de 20 000 habitants, ce qui est le cas des 4 villes qui nous entourent. Sauf que quand on dit à la Fnac, écoutez, aujourd'hui, on a un lieu qui est à mi-chemin entre 4 villes, qui fait 270 000 habitants. On a une enseigne comme la Fnac qui nous rejoint et qui aujourd'hui, après sa première année, est très contente. On vous souhaite une bonne continuation et merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions en direct. On va maintenant se revenir en images sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Bitche. Pas de grand débat ni de grosses surprises, si ce n'est un scoop cinématographique. Reportage. Unanimité pour quasiment tous les points, si ce n'est une abstention lors du vote du budget annexe de la forêt communale et une autre concernant la revitalisation du centre-ville. C'est le plus gros investissement de ce dernier budget de la mandature. Sur les 3 millions d'investissements votés pour 2019, 400 000 € vont être consacrés à ce projet pluriannuel. Un plan de financement assorti de demandes de subventions a été adopté. La première phase concernera la place de l'hôtel de ville et ses abords. Gérard Imbert veut faire du centre-ville une zone de rencontre avec des alternatives aux tout-voitures et des aménagements en vue d'une politique événementielle. La requalification du centre-ville se veut surtout le support d'une politique de revitalisation du commerce en centre-ville. Un aspect qui devrait se faire avec le concours de l'EPFL, l'établissement public foncier lorrain. Et là, on va avoir une entrevue la semaine prochaine avec la Caisse de dépôt et de consignation, l'EPFL, qui sont prêts à nous accompagner et même à racheter éventuellement des surfaces commerciales pour les transformer, les rendre accessibles, aptes à recevoir un commerce directement et ce à des loyers bas. On achète, on transforme, on met à jour tout ce qu'il faut aux normes et puis après on loue avec possibilité de rachat à terme. 1 million d'euros de subventions est espéré, répartis entre le département, la région et l'État. Les autres dépenses d'investissement sont revues à la baisse, particulièrement les dépenses d'équipement qui passent d'1,4 million l'an dernier à un peu plus de 900 000 € cette année. La future maison de santé reste sur les rails avec le vote de 20 000 € pour une étude. Des travaux seront aussi menés aux abords de l'étang d'Asselfourt, aménagement d'un parking, réparation de la passerelle et rectification d'un phénomène de tourbillon. Les 31 000 € prévus devrait aussi permettre de financer la réalisation d'un parcours de santé. Parmi les autres points à l'ordre du jour, les emplois saisonniers sont maintenus. Comme tous les ans, 6 jeunes bitchois de 17 à 22 ans pourront travailler cet été dans les services municipaux. Côté recettes pour l'année 2019, la ville de Bitche bénéficiera d'une légère hausse des dotations de l'État, 6 000 € de plus que l'an dernier. Concernant la régie d'électricité, 100 000 €, correspondant à 2 précédentes années de provision, seront reversés à la ville en plus des 122 000 € qui étaient déjà prévus. Enfin, les taxes locales, dont les taux sont maintenus, apporteront un produit fiscal de quasiment 1,79 million d'euros. Le scoop de ce conseil municipal, c'est que Bitche aura peut-être à nouveau un cinéma. C'est le projet d'un privé, Christophe Barbillon, qui a fait une offre au conseil de fabrique, propriétaire de l'ancien cinéma Vauban, rue de Sarreguemines. Cette offre de 31 000 € ayant reçu l'aval du conseil municipal va être validée par le conseil de fabrique. Tous espèrent que le projet de réouverture d'un cinéma se concrétise. Retour maintenant sur le challenge de la qualité des sapeurs-pompiers de la Moselle. 306 pompiers actifs et jeunes sapeurs-pompiers de Moselle se sont affrontés au cours de 6 épreuves sur le stade du Schlossberg à Forbach. Jessica Petragallo les a suivis tout au long de la compétition. Tous en piste. Jeunes sapeurs-pompiers et pompiers actifs s'apprêtent à débuter une journée d'épreuves sportives sur le stade du Schlossberg. Course de vitesse, demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids et grimper de corde s'ajoutent au parcours sportif pour former le challenge de la qualité. Une manifestation départementale qui réunit 306 pompiers
dont 199 JSP, jeunes sapeurs-pompiers. L'enjeu de cette rencontre, c'est déjà de mettre en avant la profession de sapeur-pompier sur des valeurs qui sont en fait fondamentales à notre profession, qui sont la cohésion et le goût de l'effort. Voilà, des épreuves qui doivent donner aux gens l'envie de se dépasser et puis d'aller au-delà de ses limites, quoi. Les minimes garçons donnent le coup d'envoi de ce challenge par une course de demi-fond. 500 mètres à parcourir pour les 10 JSP engagés sur cette épreuve. À l'arrivée, c'est Tom Beck du Centre d'intervention et de secours de Folquemont qui remporte la course. Ça apporte de l'entraînement parce que du stress aussi et ça fait du bien parce qu'on passe un moment tous ensemble, etc. Du coup, voilà. Épreuve symbolique de ce challenge, le grimper de corde. Le sapeur-pompier doit atteindre en un minimum de temps la marque placée à 5 mètres de hauteur. Encore pratiquée lors des examens pour les sapeurs-pompiers professionnels, la discipline demande un effort intense et court aux participants. Donc on cherche effectivement des jeunes qui ont à la fois de la force musculaire dans les membres supérieurs et inférieurs et surtout cette explosivité qu'il nous faut pour avoir des temps en dessous de 4 secondes. Donc dès qu'on commence à jouer en dessous de 4 secondes au départ, on commence à avoir des gens qui ont du potentiel. Voilà. Sur ce passage, 3 jeunes sapeurs-pompiers sont descendus sous les 4 secondes. En jeu, une éventuelle qualification pour le challenge régional. Sophia, elle aussi, est venue pour l'aspect compétitif. Sapeur-pompier volontaire depuis 8 ans à Saint-Avold puis Forbach, elle a choisi l'épreuve du parcours sportif. Porter, tracter, lancer, des gestes qu'elle effectue régulièrement lors des interventions. À la base, je me suis inscrite pour y participer, mais c'est vrai que là, on cherche un peu le chronomètre. Et alors, comment s'est passée cette épreuve pour vous ? Un petit manque de préparation. Donc, elle est assez difficile cette épreuve. D'ailleurs, c'est une des plus dures du challenge. Mais j'aime les défis, donc je suis venue relever le défi. Défi relevé pour l'ensemble des participants, mais il fallait bien des vainqueurs. Host décroche le challenge du nombre, Agondange celui par équipe, toute catégorie. Enfin, celui du 4x400 mètres qui vient clore la manifestation est remporté par l'équipe de Sarreguemines Beach. Les meilleurs de chaque épreuve sont sélectionnés pour le challenge régional qui aura lieu le 18 mai à Chaumont. Compétition d'un tout autre genre, les matchs de foot se déroulent sous les yeux de l'arbitre. C'est le thème de la question du jour, regardez. Certaines compétitions sportives, et notamment dans le football, on pointe du doigt le non-respect des arbitres. Quelles seraient les solutions pour qu'ils soient respectés ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les solutions proposées par nos internautes ? Alors avant de donner leur réponse, j'aimerais qu'on s'intéresse d'abord aux résultats du sondage qu'on a posé dans notre story Facebook, sur notre page Facebook. On posait la question suivante à nos internautes. Selon vous, est-ce que les arbitres sont respectés ? Et sur plus de 800 votants, il y a quand même 83% d'entre eux qui nous ont répondu que non. Donc c'est un chiffre qui est énorme. Et pour éviter ça, nos internautes proposent plusieurs solutions. Alors Isabelle nous dit « J'arrêterai le match dès qu'il y a insultes, manque de respect, propos homophobes, etc. Après quelques matchs arrêtés, ils penseront à 2 fois avant d'être insultants. » Marceau nous écrit une amende de 100 € et interdit de match pour toute la saison. Marc nous dit retrait de licence définitivement. Alain nous écrit que les professionnels montrent l'exemple. Et un autre Alain nous propose prendre exemple sur l'arbitrage en rugby. Bon, pour la plupart des sanctions, c'est vraiment des sanctions très lourdes que proposent nos internautes. Mais d'un côté, ils ont raison, c'est important, les arbitres doivent être respectés et ça, dans tous les sports confondus. Merci Sandrine, merci pour eux aussi. Place aux arbitres justement, on se retrouve dans un instant avec nos 4 invités pour le dossier de la semaine consacré à l'arbitrage dans le monde du foot. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 1er au 27 avril.
Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC enchaîne les matchs. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous à Nancy avec la réserve de l'ASNL. Coup d'envoi de la rencontre à 16 h. Un match à suivre en direct du stade Marcel Picot sur Mosaïque Cristal. Focus cette semaine sur les jeunes qui se lancent dans l'arbitrage de matchs de foot, vocation ou sacerdoce. 4 invités sont là pour apporter leur point de vue. Marlise Ziegler, présidente d'honneur du Sarreguemines Football Club, qui a d'ailleurs orienté pas mal de gens vers l'arbitrage. Valentin Keane en est un exemple. C'est un jeune arbitre de ligue qui officie déjà sur le terrain. Vincent Vulot est le référent arbitre du Sarreguemines Football Club. Enfin, Antoine Zarbeau est le président de la sous-commission des arbitres de Forbach. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. La première question, elle est pour Valentin Keane parce que tu es un exemple. Comment as-tu décidé de devenir arbitre ? Moi, j'étais joueur à partir de 5 ans. De 5 à 11 ans, j'ai évolué au club de l'AS Neunkirch. À partir de 11 ans, j'ai joué pour le club de Sarreguemines. Et à l'âge de 14 ans, j'arbitrais des tournois bénévolement, que ce soit en catégorie U11, U13, U15. Et c'est à ce moment-là que Marlise, à la fin des tournois, est venue me voir et m'a proposé de devenir arbitre. Alors je lui ai dit que j'allais réfléchir à sa proposition et finalement j'ai accepté. J'ai participé à un stage accéléré à la sous-commission de Forbach sur 3 jours, où on nous formait autant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Et le dernier jour, on a passé un test théorique pour valider le stage du coup, et je l'ai validé. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé l'arbitrage. C'était le début de ta carrière. Voilà, en octobre 2016. Alors, Marlise Ziegler, moi je pense que la majorité des petits garçons, ils rêvent de faire du foot, mais il ne doit pas y en avoir souvent qui viennent nous voir en disant « moi je veux être arbitre ». Écoutez, je pense que dans ma longue carrière, parce que ça fait quand même 5 décennies, je dirais que je suis au football, j'étais aussi à l'époque pour la formation des arbitres de foot à 7, et où on avait délivré pas mal de macarons à l'époque. Et ça m'a toujours intéressée. Puis comme il nous fallait des arbitres pour pouvoir jouer, oui, mais il faut aller les chercher. Parce que c'est ça le sens de ma question. Oui. En fait, les petits garçons, ils veulent jouer au foot, ils veulent pas arbitrer à la base. Foot, mais il y a toujours des petits jeunes qui ont envie de prendre le sifflet. Donc il faut les voir et il faut leur proposer. Alors on a eu quand même l'arbitrage joueur. Ils pouvaient continuer à jouer au football et puis. Voilà, il y a faire de l'arbitrage en plus. Il y a cette filière arbitre-joueur qui permet aux jeunes donc de continuer à jouer au foot et puis de venir s'essayer à l'arbitrage. Alors, pour quelques-uns, comme Valentin ou d'autres, ils s'en font une passion. Et puis après, ils arrêtent de jouer et ils prennent la carrière d'arbitre à bras-le-corps. Et puis, en général, ça donne de très, très bons arbitres. Et paradoxalement, tout en aimant le football, donc le fait d'aimer le football, et si après
on ne peut pas jouer dans l'équipe parce qu'on n'a peut-être pas sa place. L'arbitrage et une roue de secours quoi, pour rester dans le football. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes d'arbitrer? Le fait d'arbitrer pour les jeunes, mais déjà je veux dire, ça rend le jeune plus avancé dans son expérience, même plus tard dans sa vie professionnelle. Le fait de prendre des décisions sur un terrain de football, c'est important. Donc mettre une image de marque sur un CV, savoir prendre des décisions, c'est important. Je veux dire, diriger une rencontre de football, c'est donc connaître le règlement et être très fort dans la condition physique, sans être autoritaire, je veux dire. Et voilà, donc on a une superbe école d'arbitrage en Moselle-Est. Alors on va en parler aussi de la formation, mais je voulais savoir en termes d'apport, parce que c'est pas que du bénévolat, il y a aussi un apport financier quand on arbitre. Ouais. Ça fait toujours plaisir quand on sort d'un match, il y a toujours l'argent derrière qui vient. Disons que c'est un petit plus. Bon, nous, les arbitres comme les joueurs, on est passionnés du football, on a un rôle différent sur le terrain. Mais bon, à la fin, ça fait toujours plaisir quand... Mais à la base, toi, c'était plus parce que tu n'étais pas suffisamment bon joueur de foot ou parce que tu voulais de l'argent de poche? Non, moi, j'étais passionné du football comme beaucoup de jeunes. Et j'ai fait ma première saison d'arbitrage, j'étais arbitre-joueur. Et à la fin de la saison, je savais en quelque sorte que j'irais plus loin dans l'arbitrage. Donc je me suis dit, je vais tout miser sur l'arbitrage et là je m'y plais et je m'épanouis. Alors cet apport financier dont vous relevez, ok, ces jeunes, pour certains, viennent à l'arbitrage, c'est aussi pour avoir l'argent de poche. Une rencontre, c'est environ 50 € à peu près. Ils peuvent faire 2 rencontres dans le week-end. Avec le déplacement. Avec le déplacement. Oui, avec les indemnités de déplacement. Mais ce n'est pas eux qui prennent leur véhicule parce qu'ils n'en ont pas. C'est papa, maman qui vont les véhiculer. Et pour eux, c'est du net. Mais c'est appréciable pour eux. Mais il faut aussi dire que leur tenue, c'est pas comme les joueurs. Hein. C'est pas payé par le club? Si, les tenues sont peut-être payées pour certains par le club, mais c'est eux, c'est leur maman ou leurs parents qui vont les laver. Et c'est tout ça. Un joueur, il arrive au terrain, il y a tout qui est prêt. Hein, dans le monde amateur qu'on vit aujourd'hui, eh ben, les joueurs ils viennent presque comme des pros. Il y a tout qui est suspendu dans le vestiaire. L'arbitre, c'est pas le cas. Il est maltraité, l'arbitre. Non. Bon, alors, arbitre, c'est au départ pas forcément une vocation dont les jeunes ont conscience. Vous les aidez à en prendre conscience, vous les aidez à leur donner envie. Ils peuvent essayer en étant au début joueurs et commencer à un peu se lancer dans l'arbitrage en même temps. Ceci dit, après, pour devenir réellement arbitre, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, il y a une vraie formation. Alors, ça se passe comment, la formation? Alors la formation... On a une équipe technique à la sous-commission de Forbach et là on est à la recherche des éléments qui ont du potentiel. Un peu comme Yannick Malini, Valentin, on a tout de suite, on le remarque tout de suite quand ces jeunes sont volontaires, ont envie d'évoluer et ont les qualités pour le faire. Après, tout ce qui est théorie, il y a des gens qui sont là, qui vont les aider à assimiler le règlement, chose qui est pas très simple. Et puis il y a le domaine technique, et là on a aussi une équipe qui vont commencer à leur apprendre à s'entraîner, à se déplacer sur un terrain, parce que techniquement... il y a des choses à faire. On ne se déplace pas n'importe comment, on ne court pas où le ballon y va. Non. C'est assimiler et la théorie et la technique, et là, ils arrivent à évoluer. Et pour cela, comme Valentin, cette saison, mis à part ses contrôles en examen jeune arbitre de ligue, il a été vu par nos soins 8-10 fois. On ne fait pas ça avec tous les jeunes arbitres, avec tous les arbitres.
on le fait vraiment avec ceux où on sent qu'il y a un potentiel. Et voilà, alors, et là ils évoluent très bien. Vous parlez du potentiel, alors il faut évidemment des conditions physiques parce que ça court énormément, un arbitre, puis ça se fait pas remplacer en cours de match, mais il faut aussi des capacités mentales, il faut être super fort, droit dans ses bottes. Hein. C'est un travail qui est réalisé avec eux, hein, avec ses formateurs. L'école, oui, parce que Yannick, Valentin, a la chance d'être dans une école, c'est sport-études, hein, arbitrage à Metz. À Metz, voilà. Ah oui. Donc, il perfectionne encore son arbitrage au travers de la sous-commission, mais aussi à l'école. Mais là, tous ces éléments, et le mental, et la théorie, et le physique, tout ça est travaillé. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'évolution. Rien sans rien, quoi. Valentin, pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon arbitre ? En fait, il y a plein de facteurs dans l'arbitrage qui peuvent rentrer dans la vie courante, comme par exemple la maîtrise de soi-même, ou encore le respect envers les joueurs, même si parfois on se fait critiquer, on se fait blâmer, on se fait insulter. Il faut se maîtriser émotionnellement. Parfois, c'est dur de se maîtriser sur un terrain, mais nous, arbitres, on doit montrer l'exemple. On doit créer un climat d'apaisement et de respect vis-à-vis des joueurs et des éducateurs. Il parle bien, c'est un bon ambassadeur pour l'arbitrage de foot. Alors justement, il faut plein de choses et puis en plus c'est pas simple. Du coup, quand vous essayez de convaincre des jeunes ou peut-être des moins jeunes aussi de se lancer dans l'arbitrage, vous leur dites quoi ? Quels sont vos arguments ? Écoutez, moi je pense qu'ils arrivent à trouver leur passion. Dans la vie, il faut des passions, sinon je ne vois pas comment on peut être heureux si on n'a pas quelque chose où on se donne à fond. Oui, il faut les aiguiller vers cette passion-là, du coup. Oui, bien sûr, il faut leur... on commence petitement, et puis après, au fur et à mesure. Et après, il y a aussi la famille tout autour, parce qu'il faut que les mamans, les papas les accompagnent. Parce que si on les lâche dans la nature, c'est impossible. Pour les téléspectateurs là, qui sont en train de nous regarder, Vincent Julot, vous leur diriez quoi pour les convaincre de se lancer dans l'arbitrage ? Vous savez, moi, ça fait 34 ans que je suis dans l'arbitrage, donc mon défaut, j'ai commencé tard, donc si j'avais la chance de commencer jeune comme Valentin, donc je serais peut-être allé loin. Je veux dire, il faut être passionné de football déjà pour commencer, donc il faut être passionné de football. Ensuite, il faut, pour en arriver, il faut travailler durement. Je veux dire, on n'a rien sans rien, donc apprendre le règlement. Avoir la bonne condition physique, leur montrer que le football, c'est une famille, donc voilà. Le fait, vous savez, d'être arbitre de foot, je suis désolé, moi ça fait donc 34 ans que je suis. Moi j'ai commencé un peu trop tard, mais vous savez, j'étais très timide au départ. Mais le fait d'aller sur tous les terrains de Moselle-Est, vous rencontrez des personnes. Franchement, qui m'ont beaucoup appris dans ma vie professionnelle, parce que certains présidents de clubs, c'est quand même certains présidents de clubs, c'est des gérants de société, donc oui, vous apprenez beaucoup, je veux dire, vous apprenez à parler avec du monde, vous apprenez plein de choses, vous voyez beaucoup de monde, ça fait évoluer aussi personnellement. Ah oui, ça fait évoluer personnellement, je veux dire, le contact avec la personne, c'est important. Bien sûr. Ouais. Vous parliez d'âge juste avant. On peut être arbitre de quel âge à quel âge ? Moi, je dirais à partir de 13-14 ans. Je parle de 14 Avec ans. le nouveau statut fédéral, un jeune peut venir à l'arbitrage à 13 ans. 13 ans. Et il n'y a pas de limite, il n'y a plus de limite d'âge. Il faut 65. Il faut être capable de le faire. Hein. Oui, tant que l'état de santé le permet. La personne peut continuer à arbitrer sous un contrôle médical, bien entendu. Il y a des examens médicaux, oui, bien sûr. Après 50 ans, on passe... Oui, il faut être suivi. On et les fait le test femmes dans tout ça, parce que le foot c'est souvent un univers masculin, mais qui devient de plus en plus féminin. On va avoir d'ailleurs la Coupe du Monde féminine. Les arbitres femmes, on en a vu aussi sur des très grands matchs sur le terrain. Est-ce qu'on a des femmes qui arbitrent dans le secteur ? Comment ça se passe pour à l'heure actuelle, je n'en vois pas beaucoup. Par contre, nous avions dans les années 2000-2005, nous avions 2 femmes arbitres, et c'était les jeunes filles RIS de Neufgrange,
qui étaient déjà, puis il y en a une qui était quasiment déjà arbitre assistant en fédéral, et elles étaient arbitres de ligue. Et c'est dommage. Bon, après, les femmes se marient, ont des enfants, et puis bon ben. Ça c'est la problématique de des tout femmes. Elles venaient à l'arbitrage à 15 ans. On en a eu pas mal qui étaient de très bonnes arbitres. Estelle Délinger, Sophie Riquet, enfin, j'en citerai pas mal. Mais arrivé à un certain âge, elle rencontre une personne. C'est plus dur de les faire continuer que... Mais après, c'est compréhensible. Alors, il faut quand même savoir que l'arbitrage féminin, il y a une route royale pour elle. La femme qui désire se lancer dans l'arbitrage, aujourd'hui... Il y a moins de concurrence, donc elle évoluera plus vite. Voilà. Ok. Qu'on soit homme ou femme, quand on est arbitre, on est arbitre. Est-ce que, et pour autant, on reste humain. Est-ce qu'on a droit à l'erreur? Comment on fait pour rester objectif? Parce qu'on est humain. Vas-y. Tout le monde commet des erreurs, les joueurs comme les arbitres, mais c'est sûr qu'après, les arbitres, quand ils commettent des erreurs, ça peut avoir des répercussions sur la suite du match. Les erreurs, faut les assumer, il faut repartir de l'avant par la suite. Après le match, il y a toujours une remise en question, il y a une remise en question permanente qui permet d'évoluer et de ne plus refaire ses erreurs, justement. Voilà. Je veux dire, c'est en faisant des erreurs qu'on n'en fera plus après, quoi. On la fera une fois, mais plus d'autres. Dans le sport en général, l'erreur doit être acceptée de tous. On parle d'erreur, on ne parle pas de tricherie. Le jour où dans le football, on aura éradiqué la simulation, la tricherie, 80% des erreurs n'existeront plus. Oui, parce qu'un arbitre peut se faire avoir par le jeu d'acteur du footballeur au sol ou autre. Mais à chaque fois. Vous savez, le football est un sport merveilleux. C'est peut-être le seul sport qui permet aux gens de le pratiquer sans connaître les règles. Et ça, c'est le football. C'est le propre du foot, quoi. Vous ne pourrez pas jouer au rugby sans connaître la règle. Mais au foot, on peut jouer. Paradoxalement. Et on peut faire tous les efforts qu'on veut, être aussi honnête qu'on veut, essayer d'être aussi objectif que possible. Quand on est arbitre, ça n'empêche pas d'être critiqué, voire contesté, voire pire. Alors pour lutter contre les incivilités envers l'arbitre, il y a peu de temps, l'arbitrage a connu une grande première dans le Grand Est. Un arbitre de foot a été équipé d'une caméra embarquée. On va en parler dans un instant, mais je vous propose de regarder d'abord le reportage qui a été réalisé par Jean-Marc Michiche et Grégory Sebag. C'était lors d'un match de division 1 entre Longeville, les Saint-Avold et Médecin. Deux caméras différentes pour les deux mi-temps. On changera la mi-temps. Le football professionnel a depuis quelque temps son assistance vidéo à l'arbitrage. Le football amateur a désormais lui aussi son dispositif vidéo, la caméra embarquée. L'objectif dans ce cas n'est pas d'aider l'arbitre dans ses décisions, mais de prévenir toute forme de violence envers les arbitres. On est en fait dans un dispositif global de prévention et de lutte contre les incivilités sur les terrains, et aujourd'hui c'est un des éléments qui nous permettra effectivement de protéger nos arbitres et nos officiels plus généralement sur le terrain. Le district mosellan s'est basé sur une expérience déjà menée dans la Loire et qui a donné satisfaction. Une première dans le Grand Est. L'arbitre Vincent Grouch a accepté d'être équipé d'une caméra durant tout le match pour dissuader les joueurs d'avoir un comportement agressif ou provoquant en favorisant le respect et la courtoisie sur le terrain. À la fin du match, il a donné ses premières impressions positives. Oui, je me suis senti protégé parce que je pense que les joueurs sentent qu'ils sont filmés, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Il y a eu, j'ai envie de dire, un peu plus de courtoisie vis-à-vis de l'arbitre. Voilà, donc il faut qu'ils fassent attention un peu à ce qu'ils disent. Et je pense que c'est une certaine protection aussi. C'est surtout l'aspect technique du dispositif qui a été expérimenté pendant ce match entre deux équipes connues pour leur fair play. La phase de test doit se poursuivre lors de 3 autres matchs dans le district. La caméra embarquée n'a pas pour vocation de se généraliser dans les matchs de championnat amateur, mais d'être utilisée de manière ciblée lors de rencontres à risque. Valentin, est-ce que tu as déjà eu à arbitrer une rencontre à risque? Il y a des matchs qui sont
y a des matchs où il y a plus d'impact que d'autres, ce qui fait qu'il y aura plus de tension. Mais bon, à un moment, quand il faut prendre des décisions, il faut les prendre, il faut sévir. Et s'il y a des joueurs qui ont des comportements répréhensibles, voilà, faut sévir, quoi. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà eu à subir des insultes ou pire? Bah moi, oui, chaque week-end, il y en a des insultes, on peut pas faire autrement. Les spectateurs, on peut rien faire, ils sont pas inscrits sur la feuille de match, il y a rien à faire, c'est pas comme les coachs ou quoi. Mais cette année, oui, j'ai déjà eu à faire un arrêt du match pour menace de mort à mon encontre, quoi. Tu le vis comment, ça? Bah, je le vis mal. Après, c'est pour ça qu'il y a les formateurs qui sont là. Il y a beaucoup de monde autour qui sont là pour te soutenir. Et le lendemain du match, vous savez, je dois faire un rapport 48 heures après la rencontre pour décrire les incidents. Et le lendemain, il y avait peut-être 4 ou 5 personnes de la sous-commission qui étaient là pour me soutenir. Et j'avais beaucoup de personnes qui m'appelaient pour demander des nouvelles et qu'ils étaient là derrière s'il y avait quelque chose. Et franchement, ça fait énormément plaisir. On n'est pas l'arbitre, il est seul sur un terrain, mais derrière il y a beaucoup de formateurs et de personnes qui sont là pour le soutenir. Ça, faut pas l'oublier. Antoine Zerbo, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de caméra embarquée sur l'arbitre? C'est triste quelque part, non, d'en arriver là? Ah bah oui, le football c'est qu'un sport, hein. C'est qu'un jeu. Mais par le passé, toute cette violence, ces incivilités, violence verbale, physique, ça a mené à beaucoup de combats. Aujourd'hui, avec un agent de jeunesse et sport, et on a signé une convention avec le procureur de la République où les affaires vont aller plus vite devant les tribunaux. Il faut savoir qu'en 2006, il y a eu la loi Lamour qui a été votée et qui dit qu'un arbitre, quel que soit le sport, il est chargé d'une mission de service public. Donc, du moment où on va agresser un arbitre, c'est des faits aggravants. Mais ça n'a pas toujours été mis en pratique, hein. Et là, maintenant, avec l'agent de jeunesse et sport et le procureur, on va vers une justice beaucoup plus rapide. Mais alors ça, c'est tout ce qui est poursuite pénale après coup. Oui. Sur le moment, quelles sont les possibilités de l'arbitre? Parce que déjà, Valentin disait, de toute façon, quand ça vient du public, on ne peut rien faire. Quelles sont les sanctions possibles selon les cas? Les sanctions par les commissions de discipline, elles peuvent aller jusqu'à des matchs à huis clos, quand c'est l'effet du public, hein. Il est sûr que lorsque les agresseurs sont identifiés et licenciés au district Mosellan, il y a d'autres sanctions qui tombent. Mais encore faut-il les identifier, et c'est pas toujours évident, quoi. C'est souvent ça le problème. Donc la solution, elle n'est pas encore, complètement gagnée? Non, je dirais que on va de l'avant. Les commissions de championnat font leur travail très sérieusement. Ce sont aussi des bénévoles, mais ils ne sont pas toujours suivis. Parce qu'en France, la justice sportive, elle suit un peu notre justice tout court, et bien souvent, certains agresseurs se sentent... ils sont blanchis assez facilement parce qu'ils font appel à une commission d'appel qui, elle, va rejuger l'affaire. Et il suffit qu'un arbitre commence à moduler un peu son rapport. Hein, on a vu le cas là récemment où la commission de discipline de Sarreguemines Beach a suspendu un joueur 2 ans pour coup à arbitre, hein, parce que la sanction est comme ça, coup n'entraînant pas de blessure, c'est 2 ans. L'arbitre, le club du joueur est allé en appel,
c'est leur droit, hein, on le comprend. Et l'arbitre, en commission d'appel, a un peu modulé son rapport d'origine. Ce qui a fait que la commission d'appel est passée de 2 ans à 2 matchs. Ah oui, c'est et là, c'est grave. Ouais. Là, c'est grave parce que c'est dénigrer tous ces bénévoles qui siègent dans cette commission de discipline. Et surtout qu'on ne parle pas d'insultes, on parle de coups. Là, là, on parle de coups. Hein. Et à savoir que ce monsieur qui avait agressé l'arbitre a repris la compétition. Le premier match de compétition a déjà agressé un autre joueur. Vous voyez ? Il y a beaucoup de ménage à faire dans le monde du foot. Vincent Villot, vous le voyez comment, l'avenir de l'arbitrage ? Bon, je suis toujours positif. Je veux dire, on a pas mal d'anciens dans notre sous-commission des arbitres. Donc c'est pour ça qu'on cherche pas mal de jeunes. Je veux dire, moi, je le vois tout dans la continuité. Je veux dire, c'est... Et là, je veux un peu réagir. À tour de bras. Il faut du monde. On recrute, mais bon, c'est pas facile, c'est pas évident. On cherche à recruter, mais c'est pas facile. Des jeunes là qui regardent la télé, qui seraient intéressés, on leur dit de s'adresser à qui, d'aller où, d'aller toquer au club de foot le plus près de chez eux. Voilà, tous les clubs de foot, oui. Dans son club de foot, en fait, le recruteur, c'est qui? C'est les clubs. Nous, on recrute pas. Les clubs recrutent, nous envoient leurs candidats. On les forme à venir passer un examen théorique qui est pas très difficile dans un premier temps. Et puis après, la formation, la fidélisation, ça devient notre boulot. Et comme le club de Sarreguemines, et Marie-Lise, on est là pour en témoigner, ils font bien les choses parce qu'ils vont chercher les jeunes de leur club, qui sont investis dans leur club, qui ont la passion du football et la passion du club. Et c'est ainsi qu'on va fidéliser. Parce que le président de club qui va chercher Pierre, Paul ou Jacques, qui ne connaît pas son club, mais qui vient pour quelques billets à la fin de l'année, il ne restera pas longtemps. Il fera 2 ans, 3 ans d'arbitrage et on ne le verra plus. Par contre, des garçons comme Valentin, comme Yannick ou bien d'autres, hein, eux, ils vont persévérer et ils seront fidèles au club. Et c'est comme ça qu'on recrute. Alors justement, on va laisser le mot de la fin à Valentin. On parle de persévérer, de fidélisation dans l'arbitrage. Toi, tu es déjà en sport-études, arbitrage. Mais à terme, à long terme, tu vois l'arbitrage comme un loisir ou tu veux devenir pro, tu voudrais arbitrer des grands matchs officiels ? Quand on fait un sport, forcément, on veut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que moi, là, j'ai déjà franchi un échelon. Je suis jeune arbitre de ligue. J'ai été nommé au 1er janvier cette année. Et là, je suis pré-candidat théorique donc pour la Fédération française. Et je vais persévérer, je vais travailler pour justement être nommé jeune arbitre de la fédération en fin de saison prochaine. Et après, c'est sûr que on veut faire toujours d'un sport sa priorité. Mais bon, derrière, il y a l'école. Et pour moi, l'école, ça reste quand même le plus important. Mais bon, après, c'est sûr que s'il y a moyen de faire quelque chose dans l'arbitrage, forcément, je vais aller jusqu'au bout et je vais le faire. Mais il faut toujours cette roue de secours qui est l'école, justement, pour... faut faire des bonnes études pour si jamais on se trouve dans l'arbitrage, quoi. Faut pas que se baser sur un truc, parce que si jamais on perd cette chose, derrière on n'a plus rien et voilà. Mais c'est bien, c'est réfléchi, c'est censé. Tu mises pas tout, mais tu aimerais bien et on te le souhaite. C'est le discours qu'on tient toujours avec les jeunes. On leur dit d'abord les études. L'arbitrage c'est bien, c'est un sport, mais ça reste qu'un sport. En haut niveau, il y a beaucoup de candidats pour très peu de places. Et les arbitres, ça gagne pas autant que les grands joueurs de foot hyper reconnus des grands clubs, n'est-ce pas ? Tout à fait. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On va maintenant s'intéresser à une époque que Valentin n'a pas connue. C'est une décennie qui va parler à beaucoup d'entre vous et puis qui va sans doute vous remémorer des souvenirs. Aujourd'hui, dans C'était mieux avant ou
pas, on remonte le temps tout droit vers les années 80. C'est signé Yannick Sur. Je vous laisse vous plonger dans le passé en vous souhaitant une très bonne journée. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Si je vous demande le point commun entre Microsoft, la bande à Picsou, le Walkman, le Minitel, K2000 ou encore François Mitterrand, vous me répondez quoi? Bon, en même temps, c'était facile puisque c'était écrit dans le titre il n'y a pas 30 secondes. Aujourd'hui, on va tenter un retour en arrière dans les années 80. Qu'on parle de pop culture ou de contexte politique et social, inutile de vous préciser que le sujet des années 80 est extrêmement large, mais on va quand même tenter d'explorer la décennie ensemble. Et pour ça, pas besoin de machine à remonter le temps. On est à Rémelfin, où pas plus tard que ce week-end, s'est déroulée une soirée dédiée aux années 80, 90, jusqu'à nos jours. Tu m'as pas loupé, hein? Je suis le président de l'interassociation de Rémelfin. Donc nous sommes ce soir au château de Rémelfin, tout simplement, pour la deuxième édition de la soirée années 80-90 à nos jours. Donc comme vous voyez, il y a du monde. On a même dû refuser du monde. On est full, comme on dit, voilà. Si aujourd'hui, on doit retenir quelque chose des années 80, c'est l'ambiance de fête. On est là pour s'éclater sur des bons vieux tubes. C'est simple, une soirée années 80, c'est une bonne ambiance garantie. De nos jours, la musique des années 80 est devenue culte et elle déplace toujours les foules. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies, your soul, self-satisfied. I don't need you. I want to break free. God knows I want to break free. Mais les années 80, c'est aussi la naissance des Restos du Cœur, créés après ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, un changement radical de politique décidé en mars 83 par Mitterrand. Lancés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur avaient pour ambition de distribuer 2 ou 3 000 couverts par jour. Pour l'hiver 96-97, plus d'1 million de personnes ont bénéficié du coup de pouce des restos et 61 millions de repas ont été distribués par 31 000 bénévoles. Force est de constater aujourd'hui que la pauvreté augmente. Les Restos du Cœur vont plus loin. Les relais, jardins, ateliers et toits du cœur se multiplient. À Paris comme en province, l'urgence est là.
Le 17 décembre, les Restos du Cœur du pays de Beach distribueront de la nourriture sous forme de repas auxquels sont ajoutés régulièrement des produits alimentaires de première nécessité. Accompagnement social et accompagnement à l'emploi, voici deux volets peu connus des missions des Restos du Cœur. Depuis une vingtaine d'années, une structure d'insertion œuvre à Schorbach dans d'anciens locaux de colonies de vacances. Son rayon d'action couvre toute la Moselle-Est. Ici, on trouve 12 logements de résidence sociale temporaire et d'urgence. Les personnes accueillies sont accompagnées par un travailleur social et des bénévoles. La structure propose aussi un chantier d'insertion. 15 salariés travaillent à temps partiel au sein même de la structure ou pour diverses collectivités. En CDD, ne pouvant excéder 24 mois, ces salariés bénéficient également d'un accompagnement vers un retour à l'emploi. Jean-Claude Bure est le responsable de la structure. Il est bénévole. Au niveau de la résidence, là on est dans des situations où, bon, je pense que la période de l'année, la saison hivernale qui va démarrer, on a beaucoup plus de demandes aussi d'hébergement dans le logement que précédemment, là, que cet été. Et on a toujours l'un ou l'autre des logements qui est vacant parce qu'au moment d'un départ, ben, on a besoin de les remettre en état, on a besoin de les refaire à neuf. Donc sur les 12 logements qu'on a, c'est vrai, ils ne sont pas tous occupés, mais je pense que cet hiver, on va tous les remplir. À Schorbach comme ailleurs, au Resto du Cœur, on manque toujours de bénévoles. La majorité d'entre eux sont des retraités. Les bénévoles n'ont pas besoin de qualifications particulières, il suffit d'avoir un peu de temps et la volonté d'aider les autres. Parfois, une simple présence et une écoute suffisent à recréer du lien social pour les personnes accueillies ici. Alors la récompense du bénévole, c'est de voir parmi le public qu'on accueille, que ce soit des salariés ou des résidents, que leur sortie d'ici soit entre guillemets positive. Hein. C'est qu'ils sont arrivés ici avec un certain nombre de difficultés sociales, financières, etc. Et avec l'accompagnement qu'on leur propose ici, on arrive à résoudre énormément de problèmes. Alors on n'arrive pas à amener tout le monde vers l'emploi ou vers une formation qualifiante à la sortie du chantier, on n'arrive pas à trouver un logement pérenne pour tous les résidents qui passent par ici, mais il y en a heureusement et chaque sortie entre guillemets positive est une réussite. Et voilà, c'est la récompense pour les bénévoles qui donnent un coup de main, mais pour les salariés de la structure également. Hein. Une discipline qui a connu son essor dans les années 80 et qui s'est considérablement développée depuis, c'est le jeu vidéo. Et aujourd'hui encore, certains gamers se montrent particulièrement intéressés par cette période. Ça s'appelle le rétro gaming et je vous emmène au jeu console de Sarreguemines pour en apprendre plus. Le rétro gaming, c'est une activité qui consiste en général à jouer et collectionner des jeux anciens. Par jeux anciens, on entend des jeux qui datent de la période des années 1970 jusqu'à milieu des années 90. Le rétro gaming est populaire aujourd'hui parce qu'il regroupe différentes générations de joueurs. Il y a les générations de la première heure, donc celles des années 70-80, mais également donc, les jeunes parents d'aujourd'hui qui sont en fait simplement les joueurs des années 80-90. Et pour les plus jeunes, ils ont pu découvrir les différents jeux à travers YouTube et les vidéos accessibles à Internet. Des youtubeurs donc, comme Jour du Grenier par exemple, qui ont mis en avant d'anciens jeux à travers des vidéos plutôt comiques, ce qui a donné envie aux jeunes de jouer eux-mêmes, de tester différents jeux et pourquoi pas de se lancer eux-mêmes sur YouTube. Give a man an Atari game and he'll turn into a little boy. But don't worry, he'll be grown up enough to share it. Les années 80 ont vu la transition entre la génération de consoles 2 et 3. Donc en génération 2, nous avons par exemple l'Atari 2600 avec des jeux comme Astéroïde et les Game & Watch, première console portable de Nintendo avec des jeux comme Donkey Kong, Mr. Game & Watch, Pong. Donc ils ont laissé succéder donc la Nintendo NES, bien connue avec les Mario, les Zelda, mais également les premiers Final Fantasy. Et également nouvelle arrivant sur le marché, c'est-à-dire Sega avec la Master System 1 et son jeu Alex Kidd.
Dans notre boutique, on essaye de permettre également aux joueurs de rétro gaming de trouver leur bonheur en reprenant d'anciennes consoles, les testant et les remettant en vente pour potentiellement compléter leur collection. On a également différents jeux de différentes plateformes de ces générations-là. Mais il y a aussi donc les nouveautés que les constructeurs mettent en place, c'est-à-dire les consoles nouvelle génération rétro qui permettent d'être branchées en HDMI et d'émuler eux-mêmes les jeux de l'époque. Ça permet de jouer sur sa télé, dans son salon, sur une nouvelle télé, mais avec des jeux de l'époque. On arrive à la fin de notre émission sur les années 80 et c'est l'heure du récapitulatif. Si vous avez apprécié le groupe Bohemian Dust, sachez qu'ils seront en concert le 7 juin à Rémelfin dans le cadre du festival REM. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de danser et de lever les bras en l'air comme s'ils en avaient rien à faire, je suis sympa, je vous donne les dates des 2 prochaines soirées années 80 des environs. Enfin, les amateurs de rétro gaming peuvent tous se donner rendez-vous au jeu console de Sarreguemines, 7 rue des Généraux Crémer. Il y a énormément de choses à dire sur les années 80 et on n'a eu le temps que de survoler le sujet. Mais qui sait, peut-être que je vous prépare une seconde partie, ou bien une série TV, ou même un film. Allez, je m'emballe, alors c'est l'heure de vous laisser. Et n'oubliez pas de me dire si c'était mieux avant, dans les années 80 ou pas.